Alors, Incluvis, c'est quoi? Ben, c'est d'abord un guide et ensuite un outil qui va permettre à votre organisation de situer votre organisation sur le chemin de l'inclusion pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, cet outil-là, évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait avec plusieurs contributeurs. Notre comité d'experts, donc du ROSEF, on avait Laurence Marin, la directrice du ROSEF, on avait Sonia Charland et Jocelyne Labelle, toutes deux consultantes spécialistes en stratégie d'emploi pour le ROSEF. On avait également Sylvain Lechter, professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski, et Valérie Martin, qui était à l'époque doctorante en psychoéducation à l'Université de Montréal, mais qui est depuis, qui a gradué depuis, donc elle n'est plus doctorante, elle est maintenant PhD. Et du côté du CRISPECH, également, il y avait Jean-François Rousseau, consultant en ressources humaines. Et pour le CRISPECH, il y avait Émilie Robert, la directrice de la recherche et du transfert, Christine Morin, qui est enseignante au Cégep du Vieux-Montréal et également chercheuse au CRISPECH, et moi-même. Et tout ça, ça a été fait avec la participation financière du CRISPECH, du ROSEF et de différents ministères du gouvernement provincial du Québec. Et on salue particulièrement les ateliers Paloma qui nous ont beaucoup aidés, évidemment, avec le graphisme et le conseil en design. Prochaine diapo. Donc, c'est né d'un partenariat, ce guide et cet outil-là, entre le CRISPECH et le ROSEF. Donc, le CRISPECH, c'est quoi? Le CRISPECH, c'est un centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Dans notre jargon à nous, on est un CCTT-PSN. Donc, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est qu'on est un centre collégial de transfert de technologie en pratique sociale novatrice. Les CCTT, c'est tous des centres de recherche qui sont affiliés au réseau des cégeps, au réseau collégial. Donc, nous, on a comme mandat de faire de la recherche appliquée, du transfert et d'offrir des services à la communauté, entre autres de l'accompagnement des organisations dans le lancement des connaissances, dans l'avancement des connaissances, le développement et la promotion de pratiques sociales novatrices. Le ROSEF, quant à lui, c'est le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. Il regroupe 24 services spécialisés dont la mission est de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Ils encouragent le perfectionnement et le renouvellement des méthodes d'intervention des membres auprès des personnes en situation de handicap. Je vais maintenant donner la parole à Christine Morin qui va s'occuper du restant de la présentation et la présentation du guide et de l'outil. Donc, à toi, Christine. Merci, Roch. Donc, oui, merci d'être avec nous aujourd'hui pour le lancement d'Incluvis. Donc, je vous présente les constats que nous avons faits à la fois au CRISPECH et au ROSEF, donc du terrain et de la recherche. C'est que l'employabilité des personnes en situation de handicap, ça fait l'objet d'un intérêt particulier chez les employeurs actuellement. Il y a un contexte que tout le monde connaît bien de rareté de la main-d'œuvre en ce moment et il y a aussi un contexte de développement des perspectives EDI dans le milieu de l'emploi qui est en plein essor. Donc, les employeurs, par ailleurs, se sentent peu outillés quand on parle d'emploi des personnes en situation de handicap, mais nous, ce que nous avons constaté à la fois sur le terrain et nous avec nos partenaires au CRISPECH, c'est qu'il y a une réflexion qui semble vouloir s'amorcer chez les employeurs puis un désir d'explorer de ce côté des nouvelles pratiques. Incluvis, c'est un guide pour aider les organisations, on l'a dit tout à l'heure, à être plus inclusives en matière d'employabilité des personnes en situation de handicap. Et le guide Incluvis est accompagné d'un outil. Vous allez les retrouver, entre autres, sur le site Internet du CRISPECH, qui sont deux documents distincts qui s'utilisent ensemble. On va aller un petit peu plus loin dans la présentation. Vous pourrez avoir un aperçu à la fois du guide et de l'outil. Dans la première partie, je vais présenter succinctement l'outil et ceux qui peuvent rester par la suite, il y aura une présentation plus en détail de l'outil autodiagnostique qui est Incluvis. Donc, le contexte actuel dont je viens de parler, que je viens de nommer, donc Carl Blackburn, qui est le président et chef de la direction du CPQ,
à nommer là, sur le site Internet, vous pouvez trouver ça, 10 solutions à la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Une de ces solutions, la solution 7, c'était d'accélérer le virage vers la diversité. Évidemment, les personnes en situation de handicap font partie de la diversité et donc, c'est quelque chose qui est vraiment noté par tous les acteurs. Les avantages à devenir un employeur inclusif selon la littérature scientifique, il y a un meilleur taux de rétention du personnel, une diminution du roulement, également, une amélioration dans la collaboration entre les employés dans les organisations inclusives, une plus grande motivation au travail pour les équipes de travail, y compris des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, moins de journées de maladie utilisées par les employés en situation de handicap et une augmentation de la productivité, donc des employés et des équipes. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'aspects positifs à vouloir explorer des nouvelles pratiques en employabilité de ce côté-là. Donc, Incluvis a été développé et on a voulu faire à la fois un guide d'accompagnement et un outil autodiagnostique pour s'assurer de vraiment outiller les organisations. Donc, à la fois, vous allez voir dans la présentation là, sur du contenu plus relié à la contextualisation là, de l'employabilité, puis à la fois quelque chose de plus pratico-pratique dans les organisations. Donc, je vous présente succinctement le processus de développement d'Incluvis. Donc, on a mis sur pied un comité d'experts que Roch a présenté tout à l'heure. On était donc 9 experts et ça a été un processus itératif aller-retour sur plusieurs mois qui a donné naissance à la version 1 d'Incluvis qui a été diffusée l'an dernier à l'hiver 2021. Ensuite, nous avons eu recours au comité consultatif du CRISPECH, où il y a 9 personnes du milieu de l'emploi qui nous ont donné de la rétroaction sur Incluvis, qui nous ont permis d'apporter des améliorations supplémentaires pour ensuite solliciter les ateliers Paloma, donc, et une spécialiste en design graphique qui nous a aidé vraiment avec la mise, vous allez voir la mise en vue, je devrais dire, de l'outil et du guide. Et maintenant, on a la version 2 à vous présenter, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. À qui s'adresse Incluvis? Donc, premièrement, on a réfléchi le guide et l'outil pour des petites et moyennes organisations. Par exemple, des entreprises, des municipalités, des organismes communautaires, etc. Par contre, on est bien conscient qu'il n'y a rien dans la forme de l'outil ou du guide qui ne peut pas être transféré. Donc, Incluvis peut être très bien transféré à des organisations de plus grande taille. Les réflexions sont les mêmes, c'est probablement les processus qui diffèrent. À qui s'adresse-t-il dans les organisations? Ça peut être aux gens qui sont responsables des politiques au niveau des ressources humaines et aux membres des comités, évidemment, équité, diversité, inclusion au sein des organisations. On va commencer par présenter le guide Incluvis. Les objectifs du guide d'accompagnement. Le premier objectif du guide Incluvis, c'est de sensibiliser les organisations à l'inclusion des personnes en situation de handicap en proposant un point de départ pour la réflexion et l'implémentation d'une démarche dans l'organisation à cet effet. On veut ensuite encadrer l'amorce de cette démarche-là de changement au sein de l'organisation, dont l'aboutissement ultime pourrait, par exemple, mener au développement d'une politique d'inclusion dans l'organisation. On veut aussi situer les organisations quant à l'écart à combler entre les pratiques actuelles en employabilité et les pratiques souhaitées pour l'employabilité des personnes en situation de handicap, notamment. Informer l'organisation en la référant à une variété de ressources disponibles, vous allez pouvoir constater à même le guide qu'il y a donc des ressources pour aller plus loin. Les différentes sections du guide sont les suivantes. Dans la première section, on présente les concepts de situation de handicap et on explique pourquoi on a fait le choix d'utiliser le vocable situation de handicap. Également, on présente le concept d'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, à l'étape 2, connaître les facteurs de réussite de l'inclusion. Pour l'étape 3, c'est l'évaluation de la progression de notre organisation. On va y revenir tout à l'heure. À l'étape 4, on propose une terminologie, puis on veut aider l'organisation à démêler les différents termes en vigueur quand on parle de différentes situations de handicap, par exemple. Étape 5, vous renseigner et passer à l'action. Et étape 6, développer votre politique d'inclusion au sein de l'organisation. Je vais passer la parole à Sylvain Lethière qui est avec nous aujourd'hui. Sylvain a participé au comité d'experts et a été
très généreux avec nous aussi dans un processus itératif par la suite. J'aurais quelques questions. Bonjour Sylvain. Je ne sais pas si... oui. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Sylvain. J'aurais aimé que vous puissiez nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accepté de travailler sur le projet Incluvis et peut-être dans un deuxième temps, nous partager qu'est-ce que vous espérez ou qu'est-ce que vous attendez des organisations dans l'usage d'Incluvis par la suite. D'accord, merci Christine. Dans le fond, pour me présenter, donc professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. En fait, ça fait depuis une vingtaine d'années déjà que je travaille avec des équipes de recherche sur les dimensions d'éducation et du travail des personnes en situation de handicap au Québec, au Canada et à l'international. Et plus récemment, j'ai siégé au comité expert du vérificateur général du Québec sur la question de l'intégration et du maintien en emploi des jeunes personnes handicapées au Québec. On a remis un rapport qui a été adressé à différents ministères, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi qu'à l'Office des personnes handicapées du Québec. Ce rapport a permis de remettre de l'avant-plan la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées qui a impliqué ces différents partenaires. Et dans ce rapport, il y a justement un enjeu qui ressort, c'est celui de la sensibilisation et de l'information auprès des organisations, dont les entreprises, mais aussi les associations. Donc, un besoin auquel répond finalement cet outil d'autodiagnostic, ce guide qui est Incluvis. Donc, c'est pourquoi j'ai été très heureux de pouvoir contribuer à l'élaboration de ce guide et de cet outil avec le CRISPECH et le ROSEF. Et puis, je suis très heureux aussi d'être avec vous aujourd'hui et de participer à ce lancement. Tu l'as mentionné, Christine, on a une pénurie de main-d'œuvre actuellement, mais ça fait déjà une quinzaine d'années que dans nos travaux de recherche, on alerte en fait sur ces pénuries de main-d'œuvre à venir. On y est. Et maintenant, on doit redoubler d'originalité pour maintenir une économie, une socio-économie du travail au Québec. D'ailleurs, dans une étude qu'on a réalisée il y a quelques années auprès de personnes vivant des situations de handicap, notamment des personnes ayant une déficience intellectuelle, on a découvert que la plupart de ces personnes pouvaient contribuer de différentes manières. En fait, certaines réussissent à accéder au marché régulier de l'emploi, avoir parfois avec un horaire flexible, un accompagnement ponctuel. Pourtant, l'accès à un emploi, ça reste un défi important pour nombre de personnes en situation de handicap, alors même que ces personnes sont en âge de travailler. Dans des études plus récentes, auprès de personnes vivant des incapacités sensorielles ou motrices, notamment avec le DEPI, un groupe de recherche canadien, en fait, on constate que ces personnes vivent toujours des obstacles à ce jour et ça peut être un frein aux entreprises, à vos organisations, justement. Donc, on peut réduire cette situation de handicap, permettre à ces personnes de participer, de travailler, donc en adaptant l'horaire. Parfois, les personnes vont vouloir travailler une demi-journée. Parfois, on va moduler l'horaire. La personne va travailler une journée, 2 journées, 3 journées par semaine, plus rarement être à temps plein. Mais parfois, c'est possible en fait d'accéder à ce marché régulier du travail. On va aller chercher notamment un contrat d'intégration au travail pour compenser justement le manque de rendement de la personne, miser sur l'équité salariale. On va aussi développer la transition école-vie active. On va essayer de développer des milieux de stage dans notre entreprise, aller chercher ces jeunes-là dès l'école ou sinon auprès d'autres structures, centres intégrés de santé, universitaires santé, services sociaux ou encore auprès des services spécialisés d'aide à la main-d'œuvre. Ça, c'est un élément clé d'ailleurs qui ressortait aussi de ce rapport du vérificateur général du Québec. D'ailleurs, il y a un employeur, en fait, un employeur qui me disait, c'est une entreprise, en fait, une des plus grandes entreprises du Canada, donc qui fait les plus gros chiffres d'affaires. Mais cette personne-là nous disait, cet employeur, qu'il avait compris ce qu'elle pouvait apporter ces personnes. Et donc, il accueille plusieurs personnes en situation de handicap dans son entreprise. Et il me disait, regarde, moi, il prenait l'exemple d'une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme. Elle a un rendement bien plus élevé qu'un autre employé qui arrive dans l'entreprise qui dédaigne faire les tâches qu'on lui demande. Cette personne-là, elle arrive avec le sourire et puis, OK, elle va faire de l'étalage, etc. Mais en fait, on constate que finalement, ces personnes-là vont développer parfois même des compétences au sein de l'entreprise qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné auparavant. Donc, ce guide, cet outil d'Incluvis va vous guider justement dans le développement d'une politique inclusive. Puis, je voulais juste le mentionner, en fait, vous laisser quelques questions en lien avec ces leviers. Je sais que Christine va y revenir juste après, mais ça va être bon de le réentendre. Ces 5 leviers, c'est quoi? C'est la place de la main-d'œuvre
des personnes en situation de handicap au sein de votre organisation, je vous laisse cette question-là. Aviez-vous pensé faire appel à des personnes vivant des situations de handicap pour pallier le manque de main-d'œuvre de votre entreprise? Deuxième levier, le recrutement, la sélection du personnel. Avez-vous pensé à faire une entrevue d'embauche de manière un peu différente avec une personne vivant une situation de handicap? Lorsque j'évoquais, par exemple, une personne ayant un trouble du spectre de l'autisme, par exemple. Troisième levier, l'accueil et l'intégration. Est-ce que vous avez pensé à faire appel aux ressources pour vous aider à aménager l'environnement de travail de la personne? Je parlais d'école tout à l'heure pour développer un milieu de stage. Ça peut être aussi le Centre intégré universitaire santé et services sociaux, ça peut être le service spécialisé d'aide à la main-d'œuvre, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure. Des fois, ce sont des programmes aussi particuliers de type PDC, programme prêt, disponible et capable, qui est porté par la Société québécoise de déficience intellectuelle. Les deux autres leviers, c'est le maintien en emploi. On a constaté dans nos études que les personnes en situation de handicap, elles sont fidèles à leur milieu de travail, elles souhaitent avoir un milieu de travail stable, comme vous et moi. Et puis, elles souhaitent aussi progresser au sein de l'entreprise et pas nécessairement rester sur un statut de stagiaire, donc avoir accès à un emploi rémunéré. Les conditions de travail, ce dernier levier est important, la santé, sécurité au travail, les horaires, parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de garder votre personnel. Ça va, en favorisant ce maintien d'emploi, donc on va réduire ou éviter même ce roulement de personnel. Donc, je souhaite que cet outil puisse vous aider à faire grandir votre organisation. Merci à vous. Merci Sylvain. Donc, je vous propose de poursuivre avec la présentation de l'outil Incluvis. Donc, l'outil autodiagnostic a vraiment, lui aussi, différents objectifs. Plus concrètement, cet outil-là veut permettre un temps de réflexion pour les organisations sur les pratiques actuelles qui sont déjà en place. On cherche aussi à offrir des pistes de réflexion et d'action concrètes pour le développement de pratiques inclusives en employabilité des personnes en situation de handicap. Je le disais d'emblée, quand les employeurs se posent des questions et se sentent peut-être un petit peu intimidés avec l'idée de faire l'embauche ou de réfléchir au maintien en emploi des personnes en situation de handicap, souvent c'est parce qu'ils ne savent pas concrètement où commencer. L'objectif de l'outil, c'est vraiment ça, d'être dans le concret. On veut aussi orienter la priorisation de l'organisation sur le court terme et informer la prise de décision sur le moyen et long terme. Je vais y revenir, mais cet outil-là et le guide et l'outil Incluvis ont été créés avec en tête l'idée d'une progression lente mais stable quand on parle d'employabilité des personnes en situation de handicap. Nous, au CRISPECH, on a comme point de vue qu'il vaut mieux prendre son temps puis réfléchir et mettre progressivement en place des pratiques inclusives plutôt que de tout aborder d'emblée. Il y a différents volets à l'outil. Sylvain y a fait allusion. Le premier volet de l'outil, c'est la place de la main-d'œuvre de personnes en situation de handicap au sein de votre organisation. Une chose qui est bonne à savoir, c'est quelle est la place souhaitée, puis quelle est la place actuelle de la main-d'œuvre PSH au sein de l'organisation. Beaucoup d'organisations éludent le fait qu'ils ont probablement plus de personnes en situation de handicap déjà au sein de leurs organisations qu'ils ne le croient ou qu'ils ne le savent. Donc, le premier volet permet de faire un peu l'état des lieux. Ensuite, au deuxième volet de l'outil, le recrutement et la sélection. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure également de questions dans ces volets. L'accueil et l'intégration est le troisième volet. Le maintien en emploi et les conditions de travail, finalement, par exemple, la santé-sécurité, etc., etc. Donc, ces 5 volets-là ont 10 questions chacune pour lesquelles on invite les organisations à se questionner, à être réflexifs donc, chaque volet se rattache à un stade de l'emploi, comme vous avez remarqué. Chaque volet est également autoportant et peut donc être utilisé de façon indépendante. L'idée, c'est de dire, comme je le disais tout à l'heure, comment y aller progressivement. Des fois, les organisations ont déjà fait des progrès sur un des volets et souhaitent vraiment augmenter les pratiques inclusives dans des volets qu'ils ont priorisés. Chaque question s'évalue selon des balises de progression évolutive. Je vous présente ici les balises, justement, pour l'outil Incluvis, puis je vais vous le montrer après par la suite plus concrètement. Donc, les balises qu'on s'est données, c'est des balises qui sont vraiment dans le sens d'un développement de pratiques inclusives.
On voulait mettre la table pour dire, l'objectif, ce n'est pas de mettre l'accent sur le manque de pratiques inclusives. Non, l'objectif, c'est vraiment d'être dans une vision plus positive, des avancées que l'organisation va choisir de mettre en place. Puis c'est très correct de ne pas avoir d'expertise en pratiques inclusives, puis d'être dans ce développement-là d'une réflexion puis de pratiques d'employabilité inclusive. L'objectif, c'est que tout le monde chemine au rythme où l'organisation est à l'aise de cheminer. Donc, à 0 %, pas encore. Nous n'avons pas encore eu le temps de nous pencher sur la question X, Y, Z. Nous n'avons pas initié de démarche à cet égard. 1 à 25 %, on y pense. Nous avons priorisé cet aspect dans notre organisation. Nous avons amorcé une réflexion à cet égard. 26 à 50 %, on planifie. Nous avons planifié la stratégie de mise en œuvre et amorcé plusieurs actions sur le sujet. Quelques actions concrètes ont déjà été mises en œuvre. Quand on est de 51 à 75 %, on est en cours d'implantation. Les démarches relatives à cet élément sont bientôt complétées ou sont complétées. Et on est en route vers l'appropriation de 76 à 99 %. Nos équipes ont intégré à différents degrés les principes et façons de faire dans leur pratique quotidienne. Et à 100 %, évidemment, on y est. La démarche est institutionnalisée chez nous. Donc, c'est les balises qu'on propose et comme je le disais, c'est vraiment dans l'objectif de dire on est dans un processus de développement, de réflexion et d'expertise. Donc, voici un exemple là, de comment pourrait, par exemple, être utilisée cette échelle. Donc, un exemple d'énoncé, nous offrons un environnement de travail sécuritaire, inclusif et accessible au niveau de l'accessibilité physique, communicationnelle, des enregistrements audio, résumés, des pictogrammes, etc. Donc, l'organisation ici pourrait, par exemple, décider de choisir son pourcentage, donc 75 % par exemple, et dans le document qui est un PDF interactif, on pourrait écrire quelqu'un qui est soit membre du comité EDI ou quelqu'un qui est en charge au niveau des ressources humaines pourrait a un endroit pour laisser des traces et laisser des notes. Ces documents-là, évidemment, se partagent à l'intérieur d'une organisation. Donc, notre organisation expérimente de nouveaux outils visuels pour expliquer les mesures de sécurité sur une chaîne de montage. Les résultats de l'expérimentation ne sont toutefois pas encore disponibles pour ajuster les outils. Donc, c'est un exemple de commentaire qui peut être laissé à l'interne et ces documents-là, dans un comité, par exemple, ou au niveau d'une équipe de ressources humaines, peuvent être partagés dans l'outil interactif. C'est important aussi de noter là, que quand on se met un pourcentage, on n'est pas en train de se comparer à ce que font les autres organisations. La démarche est vraiment interne à l'organisation et donc c'est une progression pour dire dans ce que nous, on veut développer, où est-ce qu'on est rendu. On n'est pas dans une logique de comparatif ici. Là. Donc, il n'y aura pas de score qui vous permet d'avoir un badge d'employeur inclusif à ce stade-ci. L'objectif, c'est vraiment de réfléchir à l'interne. C'est quoi les objectifs qu'on se fixe en employabilité inclusive? Et où est-ce qu'on est rendu par rapport à ça? Et de pouvoir comparer aussi annuellement. Donc, voici un exemple de l'utilisation des balises et voici un exemple de l'outil pour le volet 1. Donc, j'ai pris les 2 premières questions. Ceux qui peuvent rester par la suite, on présentera plus en détail l'outil, mais pour chacune des sections, là, pour chacun des volets, pardon, là, on a le volet 1, place la main-d'œuvre de personnes en situation de handicap au sein de l'organisation. Donc, il y a un petit préambule. Donc, dans tout processus de changement, faire un constat initial peut nous aider à définir nos priorités. En effet, connaître notre point de départ nous permet de proposer des objectifs qui sont réalistes et atteignables pour la suite des choses. On a un exemple de 2 questions qui font partie de l'outil ici. Notre organisation possède une politique sur l'équité, diversité et inclusion. Et donc, vous voyez un petit peu l'idée des cases interactives dans le PDF. Donc, on peut se mettre l'évaluation en pourcent et des notes et commentaires. Nous sommes familiers avec le terme « situation de handicap ». Donc, ça met la table à réfléchir comment on conceptualise chez nous. Est-ce qu'on utilise personne handicapée? Est-ce qu'on ne sait pas quel mot utiliser? Est-ce qu'on a établi tous ensemble qu'on utilisait situation de handicap ou personne en situation de handicap? Ça va vous permettre d'avoir ces discussions-là aussi à l'intérieur de l'organisation pour vraiment commencer à mettre la table quand on parle de pratique en employabilité, de pratique inclusive. Le deuxième exemple que j'avais envie de vous montrer, c'est maintien en emploi. Donc, on va un petit peu plus loin dans les volets. Donc, une fois l'entrée en poste effectuée, plusieurs ingrédients sont à considérer pour maintenir en poste ces employés et maximiser leur potentiel individuel, mais aussi celui des équipes de travail. Dans cette optique, la formation, l'équilibre travail-vie personnel, le climat inclusif et les mesures de soutien sont toutes des avenues importantes à considérer.
Donc, encore une fois, 2 exemples de questions sur 10. L'information sur les mesures de soutien aux employés, donc parfois le ESH, c'est pour employés en situation de handicap, et les ressources disponibles dans notre organisation est diffusée systématiquement et de manière accessible. Donc, l'organisation a encore ici une réflexion qu'on peut faire sur comment se transfère l'information sur les mesures de soutien aux employés en situation de handicap. On fait la distinction dans le guide PSH, personnes en situation de handicap, quand ils ne sont pas encore embauchés dans l'organisation, puis employés en situation de handicap une fois que le recrutement et la sélection ont été complétés. La deuxième question dans cet exemple-ci, les mesures d'accommodement sont documentées pour chacun des employés en situation de handicap et font l'objet de réévaluations périodiques afin de mieux s'ajuster à la situation changeante de chaque employé en situation de handicap. Donc, ça aussi, ça peut être un point de... L'idée, c'est d'avoir un point de départ réflexif sur des pratiques qu'on peut vraiment institutionnaliser qui vont nous aider à devenir de plus en plus inclusifs. Donc, ce sont les 2 exemples pour les volets là, de questions que j'avais envie de vous présenter. Et j'aimerais donner la parole à 2 utilisatrices d'Incluvis, Marie-Lie Houd et Sylvie Dallaire, qui sont toutes les 2 à la Fondation Jules Dallaire. Alors, mesdames, bonjour. Merci d'être là. J'avais des petites questions pour vous et je vous lancerai ces 2 questions d'emblée. La première, c'était, est-ce que vous pourriez nous partager pourquoi vous vous êtes intéressé à Incluvis? Et je serais aussi curieuse de partager quel usage vous en faites et quels sont les points forts d'Incluvis selon vous. À vous la parole. Oui, bonjour. Moi, je suis Sylvie Dallaire. Je suis la directrice générale de la Fondation Famille Jules Dallaire. Ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse au niveau de pourquoi on s'intéresse à Incluvis, c'est que par le biais de tous nos projets philanthropiques, on a développé un modèle de gestion inclusif en entreprise. C'est un modèle qui accompagne les entreprises au niveau organisationnel. Et aussi au niveau du développement de l'employabilité, autant formation qu'autodétermination. Alors, c'est la raison, c'est dans le but vraiment d'améliorer et de travailler sur ce modèle-là qu'on s'intéresse à Inclusif. Et puis, l'usage qu'on en fait exactement, bien, je vais céder la parole à Marie-Lie dans quelques instants, c'est qu'on s'assure, on utilise Incluvis pour s'assurer vraiment que le modèle respecte tous les besoins de l'entreprise et les besoins des personnes qui vivent en situation de handicap. Donc, le document est vraiment complet. Nous, c'est un guide qui nous a vraiment aidé beaucoup dans beaucoup le développement du modèle, mais aussi dans l'implantation en entreprise parce qu'on fait aussi l'implantation, le conseil, tout d'implantation de ce modèle-là en entreprise. Donc, ça nous permet aussi, on s'en sert pour évaluer la progression dans l'organisation de toute l'implantation dans l'entreprise. Et Marie-Lie, je te laisse la parole pour la suite. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Marie-Lie Houd. Je suis conseillère en déficience intellectuelle pour la Fondation Famille Jules Dallaire. Et puis, mon rôle à la Fondation, c'est de développer les formations sur tout ce qui touche le travail, donc comment devenir un meilleur employé. Donc, je développe des formations sur le comportement, avoir une bonne attitude au travail, sur l'autodétermination aussi. On a un objectif là, de développer l'autodétermination pour les personnes parce que c'est quelque chose qui est très important. Je vis avec une déficience intellectuelle légère moi-même. Donc, mon vécu, mes expériences personnelles et professionnelles aussi font en sorte là, que j'arrive à avoir cet objectif-là de travailler dans mon propre domaine en déficience intellectuelle. Donc, nous avons des ateliers d'apprentissage à la Fondation, la friperie, la cuisine et l'entretien ménager. On a environ 10 travailleurs qui ont une déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Et donc, je développe vraiment
des petites activités, des ateliers. Ça peut être sur la gestion de conflits, le respect, la collaboration, prendre de l'initiative, comment devenir motivé, la motivation. Donc, c'est tous des aspects importants pour devenir de meilleurs employés et parce que ces gens-là, souvent, ils ne vivent pas d'expérience professionnelle. Donc, puis c'est vraiment là, des fois des petits sujets très simples, là, dire bonjour à nos collègues le matin, être positif, avoir une bonne attitude, développer les tâches, puis tout au niveau de l'organisation aussi, qu'il faut comprendre un petit peu le code vestimentaire, par exemple, pourquoi travailler en équipe, la communication aussi, développer de l'affirmation, développer les tâches. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui entourent un employé qu'on vit avec une situation de handicap ou non pour vraiment s'améliorer en tant qu'employé. Donc, voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Il faut dire que c'est ça, la Fondation Jules Dallaire est très proactive. On ne l'a peut-être pas nommé d'emblée, mais une philanthropie très proactive. Et donc, c'est ça aussi qui permet l'utilisation de l'outil. Donc, merci à toutes les deux, Marie-Lie et Sylvie. J'avais envie d'ajouter aussi quelque chose. Dans la réflexion qu'on a fait de l'outil et du guide, un des objectifs était de vraiment pouvoir couvrir large. Quand on parle de personnes en situation de handicap, et vous le verrez dans le guide, quand vous irez le télécharger là, sur notre site web, il y a toutes sortes de situations de handicap et le choix de mots « situation de handicap » met vraiment l'accent sur l'interaction avec l'environnement. Et on a réfléchi à un guide et à un outil qui sont applicables à toutes les situations de handicap. Donc, dépendamment de l'organisation puis de ses visées inclusives, il y a vraiment la possibilité là, de réfléchir à toutes les situations de handicap en amont du développement de ces pratiques inclusives. Donc, c'était ce que je voulais ajouter. Puis, je voulais remercier Sylvain, Marie-Lie et Sylvie d'être là et d'avoir participé à la présentation. Je vais donner la parole à Émilie Robert, qui est directrice de la recherche et du transfert ici au CRISPECH. Émilie? Merci Christine. Est-ce que tu peux passer à la prochaine diapo? Bonjour tout le monde, je suis Émilie Robert du CRISPECH. Je suis la directrice de la recherche et du transfert au CRISPECH depuis maintenant 2 ans. Puis c'était vraiment un très grand bonheur d'être là aujourd'hui avec vous parce que c'est un des premiers projets que nous avons mené à mon arrivée au CRISPECH. Et donc, de le voir aujourd'hui présenté publiquement, c'est toujours un bonheur. Puis de vous voir nombreux aussi, c'est également une source de satisfaction parce que ça veut dire qu'on a tapé dans le mille en identifiant ce besoin et cette nécessité pour les employeurs. Donc, je suis particulièrement heureuse de vous voir aujourd'hui. Puis, je voulais simplement vous dire que Incluvis, c'est une première étape pour nous sur le chemin du développement d'Incluvis et dans nos différentes rencontres avec des partenaires, des collègues avec lesquels nous avons abordé le sujet de l'inclusion professionnelle et auxquels nous avons présenté Incluvis. Il est apparu différents besoins, différentes idées sur lesquels nous voudrions poursuivre nos travaux et je voulais avec vous en partager particulièrement 2. Une première idée qui a émergé de nos discussions avec nos partenaires et collègues, c'est la possibilité d'adapter Incluvis, en particulier aux réalités des organisations, qu'elles soient autochtones ou non, mais qui souhaitent devenir des milieux d'emploi inclusifs pour les personnes en situation de handicap issues des Premières Nations. Nous avons terminé récemment plusieurs projets au CRISPECH qui concernaient les personnes en situation de handicap issues des Premières Nations. Et donc, sur la base de l'expertise scientifique et avec nos collaborations avec les milieux, nous pensons aller dans cette direction et adapter donc Incluvis à ces réalités qui peuvent parfois différer. Suite à la question aussi qui a été posée dans le clavardage, je voulais aussi mentionner que Incluvis pourrait être utilisé comme source d'inspiration. Alors, ce ne sera pas un autre Incluvis, ce ne sera pas une adaptation parce que c'est vraiment dans un autre objectif, dans une autre visée. Mais on voulait
utiliser Incluvis comme source d'inspiration pour co-créer un outil qui serait cette fois-ci à destination des personnes en situation de handicap, des employés en situation de handicap, pour pouvoir les informer, mais également pour pouvoir les soutenir lorsqu'elles souhaitent, par exemple, sensibiliser leur milieu d'emploi à l'inclusion ou comprendre quels sont les enjeux qui pourraient affecter ou toucher les entreprises de façon à ce qu'elles soient plus inclusives, en particulier à l'égard des personnes en situation de handicap. Christine, est-ce que tu pourrais passer à la prochaine diapo? Donc, il me revient le plaisir de conclure cette première partie du lancement d'Incluvis. Donc, comme vous l'avez bien compris, Incluvis, c'est un guide et un outil qui vise la promotion du changement de pratique en employabilité des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, comme l'a mentionné Christine, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Incluvis est un outil pour vous aider, mais il y a beaucoup d'organismes qui sont là également pour vous soutenir dans vos démarches. Donc, une partie d'Incluvis met en évidence les ressources qui sont à votre disposition pour avancer et pour cheminer vers une plus grande inclusion à l'égard des personnes en situation de handicap dans vos organisations. Mais le CRISPECH et également le ROSEF, qui ont collaboré à Incluvis, sont également disponibles pour répondre à vos questions et vous soutenir dans vos démarches. Je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à Incluvis, bien sûr, mais contribué aussi à l'organisation de cet événement. Donc, merci à tout le monde, en particulier à Gian et à l'entreprise 7 pour la retranscription en direct. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je crois que je vais donner la parole de nouveau à Roch Ducharme, notre directeur, parce que, comme vous l'avez probablement lu, nous allons réaliser un petit tirage au sort. Roch, est-ce que tu veux expliquer le processus et l'idée derrière ce tirage au sort? L'idée, c'est d'avoir une rencontre d'1 heure avec Christine Morin. Donc, c'est ce qu'on propose. Et on a fait, évidemment, on n'a pas fait affaire de firmes spécialisées, mais on a pris tous les numéros qu'a généré Eventbrite et on a mis ça dans un Excel. On a fait un choix randomisé. Et il y a un numéro qui est sorti pour justement un gagnant, une gagnante, pour justement passer 1 heure de discussion, de conseils avec Christine Morin du CRISPECH. Donc, le numéro, le billet gagnant, c'est le 269-1415-959 et je peux vous dire tout de suite que ce numéro gagnant-là est associé à Madame Jessica Lubino. Donc, bravo, Madame Lubino, d'avoir gagné. Donc, on sera en contact avec vous. Je crois qu'on a votre courriel, donc on va pouvoir vous envoyer un courriel. Donc, voilà. Je tiens, comme a dit Émilie, je tiens à remercier tout le monde qui a participé de près ou de loin à Incluvis, à développer le guide et l'outil, et tout le monde qui a aussi participé à l'organisation de la journée d'aujourd'hui. Donc, Christine, je te remets la parole pour clore cette première partie. Oui, je voulais juste dire, ce n'est pas contraignant. J'ai oublié le nom de la gagnante. Là. Si ça ne fonctionne pas pour vous, si vous n'avez pas envie qu'on parle d'Incluvis pour votre organisation, ce n'est pas contraignant. On peut passer ça au suivant. Mais évidemment que ça va me faire plaisir de donner ce temps-là pour accompagner, si c'est le cas, une organisation à l'usage d'Incluvis. Donc, on vous invite maintenant à prendre ce moment pour poser des questions, si vous en avez à ce stade-ci, avant qu'on aille un peu plus en avant dans la présentation de l'outil. Ceux qui peuvent rester, bien sûr, vous êtes les bienvenus. On est un peu en avance sur notre horaire, ce qui est très bien. Ça vous permet d'en voir un peu plus ou de manger une bouchée ou les deux. Et donc, ce que je vous propose, donc, c'est peut-être de faire un premier tour de questions. Émilie, si ça te convient. Absolument. Comme ça, avant d'aller plus en profondeur dans l'outil, peut-être qu'il y a déjà des questions. Oui, il y a déjà des questions, en particulier sur la voix des personnes en situation de handicap, alors à 2 niveaux.
D'abord, est-ce que la voix des personnes en situation de handicap est représentée dans les processus d'incluvisme, c'est-à-dire en particulier lorsque les organisations font ces processus de réflexion sur leur politique d'inclusion ou sur l'employabilité des personnes en situation de handicap? De quelle façon de quelle façon la voix des personnes en situation de handicap est reflétée dans les différents volets d'incluvisme? Puis la deuxième question en corollaire, c'est de savoir est-ce que les personnes en situation de handicap ont joué un rôle dans la consultation, dans la participation, dans l'élaboration du guide. Sylvain, est-ce que tu aurais le goût de prendre la parole? Je veux bien, mais je ne veux pas vendre le punch non plus du CRISPES parce que de toute façon, la voix des personnes en situation de handicap, elle est toujours présente, c'est sûr, dans l'élaboration du document parce que plusieurs personnes, je pense, ont été impliquées, si je me souviens bien, dans l'élaboration de ce document. On ne souhaite pas nécessairement les nommer dans l'aspect de la validité du document. Mais est-ce que je vends le punch à savoir s'il va y avoir une suite aussi à ce document? Est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas? Je ne sais pas en tout cas. Mais oui, c'est certain que les personnes en situation de handicap, la voix de ces personnes-là est très importante et peut-être plus importante que tout. Et puis, on le souhaite justement que ce document-là, il est évolutif, qu'il soit adapté aussi à différentes réalités parce que c'est un document peut-être de prime abord générique qui va évoluer dans le temps, mais qu'on va vouloir qu'il soit adapté justement à ce que des personnes ayant des déficience intellectuelle puissent évaluer leur propre employeur éventuellement. D'autres idées comme ça et qu'on évoque dans nos études depuis plusieurs années déjà, puis on essaie de reprendre la balle au bon. Donc, on parle, oui, donc de la voix de ces personnes en situation de handicap qui vont avoir peut-être un pouvoir à évaluer en fait l'inclusion de leur entreprise. On souhaite se rendre jusque-là. Il y a énormément de défis. Nous, dans la recherche, on ne peut pas nécessairement prendre cette trajectoire, mais on peut y contribuer. On parlait tout à l'heure de participation, d'autodétermination. C'est des concepts là, qu'on connaît depuis longtemps. Là, quand on parlait d'empowerment, c'est un concept qui vient d'Europe notamment. Cette démarche-là a été impulsée pour le guide. Bon, je parlais d'adaptation pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, mais on pourrait imaginer aussi d'autres adaptations pour les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme qui pourront aussi éventuellement évaluer ce document-là à partir d'adaptations qui sera faite du document. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là dans cette étape-là, mais on a ce souhait-là. On a déjà entamé des démarches, en fait, et des collaborations. Donc, c'est un document qui pourra aussi éventuellement évoluer dépendamment des critères, des indicateurs qu'on va éprouver dans le temps parce qu'on veut que ce document reste stable. En fait, c'est une pratique qui existe déjà. En fait, c'est pas si original que ça, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on l'a déjà en fait diffusé auparavant dans un colloque à l'ACFAS où on faisait intervenir Denis Soucy, une conférence qu'on peut voir d'ailleurs notamment sur le site de la Société québécoise des déficiences intellectuelles. Là-bas, ils en sont déjà à évaluer leurs employeurs, mais au-delà, ils en sont aussi à valoriser les pratiques de ces employeurs. Donc, c'est des employeurs qui font le parti pris que cette reconnaissance d'économie sociale, ça a l'importance non pas seulement pour les employés, oui, ça a un impact, mais ça a aussi un impact pour l'usager, pour la clientèle. Même si on n'est pas nécessairement dans une optique de clientélisme, on pense que justement qu'un employeur qui se valorise dans le fait que oui, c'est une entreprise d'économie sociale, on souhaite le mettre de l'avant parce que peut-être que le consommateur il va préférer justement acheter ses produits dans cette entreprise plutôt qu'ailleurs. Donc, en fait, la portée de ce document-là est beaucoup plus importante, je pense, que la dimension qui est abordée encore aujourd'hui, parce que c'est un premier pas. C'est le pas des employeurs. On parlait de sensibilisation parce que tout à l'heure, je disais, il y a des obstacles que vivent les personnes en situation de handicap. Et le premier, c'est les attitudes, c'est les croyances en lien avec les situations de handicap. C'est aussi le manque de ressources parfois parce qu'on l'a évalué à l'ampleur du Québec. Déjà, on est conscient que les régions n'accèdent pas nécessairement aux mêmes services d'une région à l'autre. Donc, on voit qu'il y a une modulation de l'utilisation des contrats d'intégration au travail. Il y a une modulation aussi des initiatives de transition école-vie active. Il y a une modulation aussi de l'utilisation des programmes prédisponibles et capables. En fait, c'est un outil qui est une brèche, qui est une première porte pour les employeurs à se dire « OK, il y a des ressources existantes, puis la voix de ces personnes en situation de handicap, elle est importante.
C'est sûr que cette voie-là a inspiré le développement de cet outil-là et les personnes y ont contribué également. Puis on souhaite qu'il y ait cette contribution encore là à venir. En tout cas, c'est la démarche qui est aussi amorcée. C'est tout ce que je voulais apporter comme élément d'information. Merci, Sylvain. Puis, une des choses dont Sylvain a parlé à mots couverts, c'est l'idée que Marie-Léoud, qui est ici présente, là, qui a pris la parole tout à l'heure, a mené de l'avant avec Sylvie Dallaire de peut-être réfléchir à une version en français simplifiée d'Incluvis pour justement les personnes en situation de différence intellectuelle. Donc, une chose aussi que je voulais dire, c'est qu'Émilie parlait plutôt un peu plus tôt, et Sylvain vient d'en parler, d'un outil pour les employés. Puis c'est sûr que quand on réfléchit à ça, un outil d'information, puis un outil qui pourrait éventuellement servir à la sensibilisation, c'est une deuxième étape parce que pour nous, ce qu'on fait aujourd'hui, de vous présenter Incluvis comme guide et outil, c'est de sensibiliser l'employeur d'abord. C'est toujours délicat, puis on ne voudrait pas faire porter le fardeau aux personnes en situation de handicap de devoir changer les milieux de travail. Comme Sylvain l'a mentionné, il y a encore des stigmas qui sont présents, il y a encore de l'incompréhension face à la situation de handicap. Puis on espère qu'avec Incluvis, on va pouvoir disséminer plus d'informations de qualité qui vont permettre une meilleure compréhension des enjeux et qui vont permettre une meilleure employabilité et le développement de pratiques plus inclusives pour les personnes en situation de handicap qui ont des particularités, certes, mais qui ont aussi beaucoup de force, comme tout le monde. Et donc, nous, on veut vraiment mettre de l'avant que c'est une responsabilité qui est partagée. On ne voudrait pas créer un guide où c'est les personnes en situation de handicap qui doivent faire nécessairement de la revendication dans les milieux de travail. L'idée, c'est vraiment de dire, donnons de l'information de qualité et pour les personnes en situation de handicap qui sont en situation d'employabilité ou qui vont le devenir, mais aussi donnons des informations de qualité aux organisations qui se sentent peut-être un peu moins outillées pour poursuivre dans l'embauche ou dans le développement de pratiques en employabilité. Alors, Émilie, est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce qu'il y a d'autres questions dans le clavardage? Non, pour le moment, je n'ai pas de questions. Je voulais remercier les échanges dans le clavardage qui sont très intéressants. Le clavardage reste ouvert pour toutes vos questions aussi sur la suite de la présentation par Christine de l'outil d'autodiagnostic. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais tenter une transition. Rappeler aussi que Jocelyne Labelle du ROSEF, qui est parmi nous aujourd'hui, qui était membre aussi de notre comité d'experts, pourrait aussi sans problème intervenir et répondre à vos questions. Elle a eu beaucoup d'expérience avec l'utilisation d'Incluvis, au moins dans sa première version. Donc, Jocelyne, si tu veux participer, n'hésite pas à lever la main et nous faire signe, comme ça on pourra te donner la parole. Merci. Merci, Émilie. Donc, n'hésitez pas, Émilie, n'hésite pas à m'interpeller s'il y a des questions au fil de la présentation. Ce n'est pas une présentation qui se veut très formelle. Parfait. C'est de vous montrer plus en avant qu'est-ce que c'est l'outil d'autodiagnostic parce qu'évidemment, j'ai montré des exemples qui sont des captures. Donc, ça, on l'avait déjà vu dans l'évaluation de la progression de votre organisation. Ce qu'on propose, donc, c'est une navigation par volet. Je continue. Donc, dans l'évaluation de la progression de l'organisation, on vous propose un cheminement, puis ça, c'est l'explication un peu de comment faire pour réaliser votre autodiagnostic d'organisation. Donc, les balises qu'on a présentées tout à l'heure et l'exemple sur comment justement utiliser l'outil. Donc, dans la première, là, j'ai comme les barres d'outils de Zoom, je suis désolée, je vais essayer de m'enlever ça. Donc, on voit ici les sections qui sont interactives où on peut ajouter du texte. Donc, on avait vu ces deux questions-là tout à l'heure. Je vais, dans un premier temps seulement, je voulais arriver un petit peu plus loin. Je ne lirai pas toutes les questions parce que vous allez avoir accès à l'outil. Mais je voudrais présenter une section un petit peu plus loin. Parce qu'on a chacune des, je suis désolée, on a chacune des sections, des volets qui sont présentés. Puis à la fin de l'outil, ce qu'on ne vous a pas présenté encore, c'est ce qu'on suggère au niveau du travail de priorisation. Donc, au niveau des conditions de travail, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a 10 questions par volet. Donc, ce qu'on suggère aux organisations, c'est vraiment de réfléchir à la façon dont on veut aller de l'avant. Nous, je l'ai dit tout à l'heure, on suggère d'y aller lentement mais sûrement. Et donc, on vous propose de prioriser 2 volets maximum.
on y a réfléchi en comité d'experts et on voulait vraiment mettre l'accent sur aller dans un chemin très concrètement plutôt que de commencer partout puis de s'arrêter en cours de route. Et donc, on propose une priorisation de 2 volets et je pense qu'on peut, par exemple, aller noter les volets qu'on va prioriser. Puis ensuite, pour chacun des volets priorisés, est-ce qu'il y a 2 énoncés sur lesquels vous souhaiteriez que votre organisation poursuive son engagement? Donc, encore une fois, l'idée du petit pas. Donc, on peut aller choisir quels sont les énoncés ou les questions de réflexion qu'on va mettre de l'avant. Et ce document-là, évidemment, peut être sauvegardé en de multiples versions parce qu'éventuellement, l'organisation évolue et les comités de travail qui vont utiliser cet outil-là pourront se laisser des notes puis voir la progression de l'organisation. Donc, on voulait vous montrer ça au niveau de l'outil. Donc, voilà. Je ne sais pas, en fait, Émilie, es-tu là? J'aurais aimé présenter. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur l'outil parce que je me vois mal vous lire là, toutes les questions en défilé, mais je voulais peut-être vous présenter le guide également plus en détail. Il n'y a pas de questions sur l'outil pour le moment. Je voulais simplement encore rappeler, comme tu l'as fait, Christine, que de même que vous pouvez prioriser les volets qui vous intéressent, quand vous faites l'autodiagnostic, vous n'êtes pas obligé de faire l'ensemble des 5 volets. Vous pouvez vous dire, une priorité pour mon organisation, je la connais, je veux travailler sur les conditions de travail. Donc, simplement vous rendre à ce volet-là pour faire l'autodiagnostic. Ce sont vraiment des volets qui sont autoportants. Donc, ils peuvent être faits en même temps, à différents moments. Sans problème. Donc, n'hésitez pas à vous rapporter à un des volets au moment qui convient dans votre organisation. Puis, je vois que Jocelyne a levé la main. Alors, Jocelyne, où es-tu? Je vais te donner la parole. Je pense que tu peux parler, n'est-ce pas? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, très bien. Oui, parfait. C'est bon. Je vais rebaisser ma main par la suite. Je voulais vous dire que c'est un outil que j'admire énormément, que j'utilise dans le concret pour des employeurs qui veulent évaluer un peu où ils sont rendus dans leur processus inclusif, personnes en situation de handicap. Et ce que ça donne comme résultat, c'est vraiment par palier, par volet, on voit un peu le pourcentage, donc la tendance à vouloir une amélioration. Donc, à partir des volets qui sont soulignés, on peut, nous, le ROSEF, apporter un soutien, soit par une formation vraiment très simple qui leur permet d'évoluer et de les positionner à avoir une évolution. Donc, à partir de ce qui est ressorti, on les aide, on répond à leurs questionnements, on leur donne les outils qu'il faut. Puis ensuite de ça, ils peuvent se réévaluer dans 6 mois puis voir l'évolution. Donc, il y a quelque chose de très positif là-dedans. Donc, ça peut être du maintien en emploi, ça peut être c'est quoi une personne en situation de handicap? Si 80% du handicap est invisible, alors on a probablement dans notre entreprise des personnes en situation de handicap actuellement qui auront des besoins ou qui ont des besoins et on ne le sait pas. Donc, ça remet en question beaucoup, ça suscite beaucoup d'intérêt. Donc, je voulais dire que le ROSEF, on est prêt à vous aider aussi en autant que en utilisant cet outil-là, ça vous positionne et ça vous, excusez-moi, ça vous permet de ressortir des questionnements. Alors, c'est ça. Christine, je ne sais pas si tu vois les mains levées. Merci beaucoup, Jocelyne, parce que Marie-Lie voudrait prendre la parole. Absolument. Bonjour, Marie-Lie. Oui, bonjour. En fait, je trouve que cet outil-là, c'est vraiment très bon. Puis, en plus, on peut justement évaluer notre propre organisation, puis tout ça. Puis, peut-être de le partager avec des personnes, justement, en situation de handicap. Je vis avec une situation de handicap, puis de voir avec d'autres personnes qui vivent la même chose, je pense que ça peut être super intéressant. Puis j'ai commencé avec Sylvie, d'ailleurs, à faire l'exercice des facteurs de réussite. Donc, on a commencé, nous, de notre côté, dans notre organisation, à comparer Inclusif avec les facteurs de réussite avec la fondation. Donc, ça nous permet vraiment de voir jusqu'où on est inclusif, puis comment on peut être encore meilleur comme employeur, donc au niveau de l'inclusion. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant.
Et c'est de s'assurer aussi que le modèle d'implantation, ça suive vraiment l'inclusion. Je ne sais pas, Sylvie, si tu avais envie de rajouter quelque chose de... Non, Mathilde, je pense que tu as bien exprimé l'utilisation, puis merci, c'est beau. Merci. Merci, Marie-Lie. Et donc, ça sera à poursuivre les échanges avec Marie, Sylvie et Sylvain pour la suite des réflexions, ne serait-ce que pour l'idée d'une version en français simplifié qui serait bien utile. Une chose qui n'a pas été mentionnée aussi, c'est toute la réflexion sur l'intersectionnalité, mais on ne fera pas ça aujourd'hui, mais certainement que l'idée d'avoir une version en français simplifié, l'idée qui vient de Marie-Lie, c'est une idée qui va porter certainement une utilité dans la communauté. Donc, essentiellement, je pense que je l'avais envie de vous donner un aperçu du guide parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne me vois pas lire les 10 questions pour les 5 volets. Et donc, je vous propose de jeter un œil au guide. Juste un instant, c'est le fameux défi du partage d'écran. Donc, voilà le guide. Et voilà. Donc, même chose dans l'outil, on avait quelques informations au départ pour le guide Incluvis et on a vu les différentes sections du guide. On explique vraiment d'entrée de jeu la distinction entre le terme handicap et le terme situation de handicap et on donne des références si vous avez envie d'en savoir plus. L'objectif de parler de situation de handicap, je l'ai nommé au départ, c'est vraiment de camper la responsabilité partagée avec l'environnement, dans ce cas-ci, l'environnement organisationnel pour s'assurer qu'on diminue la possibilité que les employés finalement soient en situation de handicap, donc de fournir un environnement qui est adéquat à différents niveaux. On explicite les différents types ou le concept de handicap et d'inclusion, donc les différents types de déficience ou d'incapacité. On parle du concept d'inclusion. Il y a une distinction à faire entre l'intégration et l'inclusion et le comité d'experts a vraiment pris le chemin de l'inclusion. C'est ce que nous faisons également au CRISPECH. Donc, je vous laisserai le consulter. Quels sont les facteurs de réussite de l'inclusion comme paradigme? Donc, le soutien à l'autodétermination, on en a parlé tout à l'heure avec Sylvain, la formation du personnel, etc., etc. Donc, on vous présente les facteurs de réussite et la possibilité d'évaluer la progression à l'intérieur du guide. Donc, on revient aux balises et ensuite, on vous offre un glossaire ou une terminologie plus claire pour distinguer justement les différents concepts qui sont associés à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, permettant au guide de vraiment donner des informations de qualité. Et finalement, on a la section « Se renseigner, passer à l'action » où on a différents sites web à consulter en fonction de chacun des volets. Et on offre donc une réflexion finale pour le développement de politiques inclusives qui peut être un peu un aboutissement d'une démarche, là, quand on a une démarche réflexive en lien avec l'employabilité des personnes en situation de handicap. Donc, voilà, et vous avez la section des références. Donc, essentiellement, c'était la présentation pour le guide et l'outil. Évidemment, ils sont disponibles dès maintenant. Vous pouvez aller sur notre site ou sur le site du CRISPECH. Vous les trouverez dans la section « Projet en cours ». Il y a donc un Incluvis est dans la section « Projet en cours » et il y a 2 boutons pour le téléchargement du guide et de l'outil. Je passerai la parole peut-être à Émilie pour clore ce lancement aujourd'hui. Je ne vois pas de questions dans le clavardage, mais je me demande si peut-être que tu pourrais retourner sur le glossaire et je trouverais ça intéressant parce que c'est des décisions, des discussions qu'on a eu beaucoup dans nos réflexions en faisant Incluvis, c'est la distinction entre inclusion et intégration, parce que là, on parle beaucoup d'inclusion, de milieu de travail inclusif, puis on peut entendre parler aussi d'intégration des personnes en situation de handicap dans les milieux de travail. Alors, je voulais savoir si tu pouvais brièvement revenir peut-être sur cette distinction et pourquoi on a choisi ces mots pour parler des milieux de travail.
Donc, tu voudrais que moi, je fasse l'intervention? S'il te plaît, Christine, si ça te convient. Pas de problème. Donc, effectivement, en comité d'experts, la réflexion est venue dès le départ du projet. Et nous, au CRISPECH, c'est vraiment une perspective inclusive qu'on adopte dans notre travail de recherche appliqué. Et donc, l'inclusion, on a voulu l'expliciter pour être certain qu'on est bien conscient pour les employeurs qui ne sont pas familiers avec l'idée de la distinction de différents concepts. Qu'est-ce que c'est exactement l'inclusion? Donc, le concept d'inclusion sous-entend, là, je vais lire un petit peu, là, quelles que soient les caractéristiques inhérentes à un individu, qu'il est dans son plein droit d'en faire partie de son environnement. Donc, l'idée, c'est donc à l'environnement de s'adapter à la diversité qu'on retrouve chez les individus. C'est un peu ce qu'on entend parce qu'on parlait dans la contextualisation de l'outil et du guide, qu'il y a une augmentation de discussion puis d'engagement autour de la perspective EDI, équité, diversité, inclusion. Et donc, c'est un petit peu la même idée qu'on retrouve. On doit, comme milieu de travail, comme employeur, s'adapter à la diversité qui est présente dans nos équipes. Et ce que nous, on dit au CRISPECH quand on est en accompagnement d'employeurs, c'est la diversité. Puis Justine l'a bien dit tout à l'heure, c'est la même réalité à laquelle ils font face au ROSEF. Il y a déjà une bonne partie de la main-d'œuvre qui est en situation de handicap, qu'elle soit déclarée, non déclarée, visible, invisible. Et il y a aussi... Et parfois, ils ne sont pas en situation de handicap au travail parce que l'environnement est adapté et qu'ils ont la possibilité d'utiliser leur plein potentiel dans leur cadre de travail. Donc, dans le cadre du travail, il revient ainsi à l'employeur de s'adapter à la diversité, je viens de le dire, et donc d'offrir un environnement de travail qui permet à tous et à toutes l'actualisation de sa pleine participation. Si on va un petit peu plus loin, puis ce n'est pas nécessairement ici dans le cadre du guide, on va réfléchir à quels sont les obstacles qu'on peut avoir dans notre environnement. Il y a des questions dans l'outil qui font référence à cette réflexion-là. Il y a différents niveaux de réflexion qu'on peut avoir dans une organisation. Il y a comment les communications, comment on communique l'information. C'est un premier niveau sur lequel on peut se pencher. On pense souvent à l'environnement physique. Il y a l'environnement communicationnel aussi sur lequel on peut se pencher. Il y a différents niveaux d'analyse quand on réfléchit à l'inclusion dans une organisation. Puis là, je pourrais vous en parler très, très longtemps. Alors, je ne ferai pas ça, mais c'est sûr que l'idée de l'inclusion, c'est de dire, on reconnaît qu'il y a une diversité, puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le pari d'essayer, comme environnement de travail, comme organisation, de mettre en place un cadre où tout le monde est bienvenu en fonction de ses peu importe ses particularités, ses forces et ses défis. Et donc, la responsabilité devient à ce moment-là partagée et ce n'est plus à la personne qui est en situation qui peut avoir, par exemple, une incapacité de faire tous les efforts pour pouvoir s'ajuster tant bien que mal à un milieu qui n'est pas ajusté à sa présence également. Donc, l'objectif, c'est vraiment de partager cette responsabilité-là. Nous, ce qu'on voit, c'est que les employeurs, ils sont prêts, ils ont le goût de le faire pour toutes les raisons qu'on a nommées et d'autres. Et donc, c'est un petit peu l'idée du parti pris d'Incluvis aussi, de choisir le paradigme de l'inclusion. Je ne sais pas si... Merci, Christine. Moi, je ne vois pas les discussions dans le Oui, calendrier. je vais te les rappeler. Alors, il y avait une question sur la traduction de l'outil pour rejoindre les milieux de travail anglophones et les communautés autochtones. Donc, j'ai répondu que, bien évidemment, on avait une version en anglais qui était en cours de réflexion. En tout cas, on nous a déjà émis cette suggestion. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, notre objectif est aussi de tenir compte des réalités des communautés autochtones, donc d'avoir une version d'Incluvis qui soit adaptée et qui tienne compte de ces réalités. Il y a une autre question sur l'offre d'accompagnement des employeurs dans leur démarche d'accueil de personnes en situation de handicap. Donc, je voulais rebondir sur la question. Comme Jocelyne l'a mentionné tout à l'heure, le ROSEF est l'organisme qui va pouvoir vous aider spécifiquement pour offrir ce type d'accompagnement et ce type de réflexion. Au CRISPECH, nous, on va peut-être davantage pouvoir vous aider dans une réflexion sur l'inclusion, sur les perspectives inclusives dans votre organisation. Donc, une vision peut-être plus systémique de l'inclusion et de l'employabilité des personnes en situation de handicap. Donc, selon vos besoins, vous pouvez communiquer avec le CRISPECH ou le ROSEF. Et puis, de toute façon, si vous hésitez, n'hésitez pas, on se connaît bien, donc on se relancera la balle. Donc, le meilleur moyen pour nous contacter afin d'obtenir l'accompagnement, j'imagine, donc dans le guide, vous trouverez les contacts du ROSEF et les contacts du CRISPECH pour vous aider dans vos démarches. Et je pense que c'était la dernière question dans le clavardage. Oui, j'avais envie de revenir, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, sur la version anglophone, Émilie. Vas-y, bien sûr. Donc, nous, j'ai présenté l'outil et le guide dans une conférence
s'intitule Disability and Work Canada en décembre et on a pu constater qu'il y avait vraiment un intérêt pour le guide et l'outil. Bien sûr, j'ai présenté en français parce que les documents que nous avions à l'époque étaient tous en français, mais on allait aussi... ça nous permettait aussi d'avoir une interaction avec la communauté anglophone du Canada et du Québec. Ça donne lieu à des riches échanges. Nous étions sur un panel, le CRISPES, j'étais avec d'autres personnes sur un panel sur l'employabilité des personnes en situation de handicap et on a vraiment eu des discussions intéressantes aussi sur le choix de mots People in Disabling Situations en anglais. Et donc, cette idée-là, on veut la mettre de l'avant à travers une version anglophone aussi du guide et de l'outil, certainement. Il n'y a plus de questions dans le clavardage. Je pense qu'on a fait le tour de l'outil, mais je voudrais... Ah, je vois une main, Monsieur Huot. Est-ce que, Diane, tu peux donner l'accès au micro de Oui, Monsieur Huot? je pense que Monsieur Huot, vous pouvez désactiver pour rétablir le son déjà à côté de votre micro. Oui, on vous entend. La parole est à vous. Vous m'entendez? Bon, excellent. Premièrement, je voulais vous remercier pour le document. Ça a été vraiment une belle présentation, puis j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que je vais utiliser dans le futur. J'avais comme question, je me demandais si le document était ajustable en fonction de la compagnie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des questions que pour une compagnie qui a 5 employés, comparativement avec une compagnie qui a 500 employés, ça ne va pas être la formulation de la question ne devrait pas être la même. Je me demandais s'il y avait des pistes d'ajustement qui avaient déjà été entamées. On sera certainement intéressé à voir les rétroactions. A priori, quand on a fait la rédaction de l'outil et du guide, on y a pensé. Donc, on a tenté d'avoir des questions qui, évidemment, seront peut-être plus faciles et plus rapides à remplir pour certains employeurs, mais on a essayé de garder quelque chose puis d'avoir une lecture plus uniforme qui pourrait permettre une application de l'outil dans différents contextes. Donc, ça a été réfléchi en ce sens-là. Est-ce que c'est parfait? Probablement pas. Alors, si vous avez de la rétroaction suite à votre utilisation, faites-nous, écrivez-nous. On sera intéressé certainement de l'avoir. Parfait, parfait. Je risque de faire les ajustements de mon côté par rapport à ça. Et je me demandais aussi, est-ce que c'est un document qui est fait pour vous avez dit que c'était fait avec accompagnement préférablement. Est-ce que c'est pour quelque chose qui est plus fait dans un angle on rencontre les ressources humaines ou c'est plus un exercice de team building qu'une compagnie pourrait faire? Ou, je ne sais pas dans quel contexte l'outil était conçu pour être fait. Je ne sais pas si j'ai bien entendu la question. Je vais la répéter, puis vous me direz si j'ai bien compris. Si l'outil peut être utilisé sans accompagnement ou si nécessairement ça requiert un accompagnement, c'est ça? Oui, c'est la première partie de la question. Puis la deuxième partie de la question serait plus dans quel contexte est-ce que ça peut être utilisé? Est-ce que c'est simplement pour des rencontres de ressources humaines ou ça pourrait être utilisé dans d'autres choses comme par exemple des activités de team building? Ça pourrait être utilisé. Nous, on vous laisse place à l'adaptation de l'usage. C'est sûr qu'on pourrait penser à des comités mixtes, employeurs-employés. On pourrait penser à un comité EDI si c'est le cas dans votre organisation. Ou des fois, ça peut être un outil qui vient soutenir la mise en place d'un comité EDI dans une organisation. Ça peut être utilisé conjointement, même un comité tripartite avec les ressources humaines, certains chefs de service. Tout dépend du type d'organisation, mais certainement qu'on peut inclure des personnes en situation de handicap aussi dans ce type de comité-là. Ça peut être vraiment utilisé de différentes façons. C'est sûr que la question de l'accompagnement, c'est tout dépendamment des moyens que l'organisation veut se donner, puis de son plan d'action ou si ça fait partie ou pas d'un plan stratégique. On a un accompagnement, Émilie les a bien distingués là, tout à l'heure, qui peut être possible pour aller plus loin, puis dépendamment des délais qu'on veut se donner dans les organisations. Si on veut être plus proactif ou si on veut vraiment commencer par nous-mêmes, toutes les voies sont possibles avec Incluvis. C'est excellent. Merci beaucoup. Donc, moi, je ne vois pas les mains levées.
Je ne vois pas de main levée. Il y avait une question sur l'adaptation encore d'Incluvis à un environnement académique, par exemple. Donc, ce que je répondais à nos participants et participantes dans le clavardage, c'est que vous pouvez tout à fait nous contacter, non seulement pour nous donner de la rétroaction, mais également si vous voulez travailler avec nous à une adaptation finalement d'Incluvis pour refléter la réalité de vos milieux. Bien évidemment, vous pouvez compter sur nous, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je vous ai mis l'adresse du CRISPECH dans le clavardage. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être à brûle-pourpoint avant de clôturer ce lancement? Je ne vois pas de main levée. Alors, je peux peut-être vous informer que vous allez recevoir aussi quelques questions, un petit sondage sur Incluvis et sur ce lancement aujourd'hui. Donc, restez à l'écoute et on sera très, très heureux de poursuivre les discussions avec vous de façon à bien répondre et mieux répondre à vos besoins et à adapter effectivement Incluvis à la nécessité, à la réalité de vos milieux. Donc, le CRISPECH et le ROSEF sont disponibles et seront très heureux de poursuivre les échanges avec vous. Est-ce que, Roch, je peux te laisser le mot de la fin? Donc, le mot de la fin, c'est de remercier tout le monde qui était là. On ne s'attendait pas à autant de monde à un lancement. Donc, merci tout le monde et tout le monde qui a participé à Incluvis, comme je t'avais dit plus tôt, et tout le monde qui a participé à l'organisation de cette journée-là. Donc, on est là, c'est un premier pas. On veut faire évoluer l'outil. Donc, si vous avez des idées de ce côté-là, ne gênez-vous pas de prendre contact avec nous et on verra comment on peut l'adapter, en faire de différentes versions et l'adapter selon les contextes. Donc, merci tout le monde et à une prochaine. Merci. Bon après-midi à toutes et à tous.